Bon, alors on démarre. Donc une présentation qui a été faite à deux voix avec Claire sur le programme, le PEPR agroécologie et numérique. Je vais montrer un petit peu les choses qui sont déjà engagées, la dynamique engagée, et Claire parlera après plus précisément directement de l'appel à projet. Il y a des transparences, parce que là on a écrit pas mal de choses, je ne vais pas tout commenter, pas du tout, mais que ça juste quelques petites idées. Les enjeux, on en a parlé ce matin, les transitions en cours, les évolutions également. Peut-être me concentrer sur deux choses ici, la première et la dernière ligne. Les choses liées à l'alimentation. Pourquoi je dis ça? Alors, ce n'est pas des choses qui sont directement dans le PEPR, c'est dans une autre stratégie d'accélération qui s'appelle la DFS, alimentation durable et favorable à la santé. Mais les liens sont quand même clairement évidents, au sens où voilà, on peut mettre des normes pour faire changer les pratiques des agriculteurs, mais l'évolution de la consommation sera un driver important des changements des pratiques. Idem pour la santé. Hein, si vous mettez en avant les questions de science, enfin de santé et d'environnement, santé environnementale, vous aurez aussi des impulsions, des stimuli importants sur le système agricole. Et peut-être aussi là-dessus le dernier point. J'ai mis numérique vecteur de simplification pour accompagner les transitions. Et je ne peux pas m'empêcher, j'en discutais avec Patrick Gros ce matin, beaucoup d'agriculteurs en ce moment revendiquent des questions de simplification. Le numérique devrait aider à la simplification. Et ma parallèle, il est juste de dire que dans notre métier à nous, on s'est fait la réflexion aussi que on n'a pas beaucoup de simplification administrative. Voilà, on passe beaucoup de temps sur des charges administratives, alors que le numérique devrait également nous aider largement. Et que souvent, ces contraintes administratives, c'est souvent des choses de bonne foi. Quand je dis de bonne foi, je veux dire par là que entre nous, par exemple, je sais pas, la direction scientifique à l'INRIA, mais je pense que c'est un peu pareil à INRAE, on se dit, ah bah oui, voilà, alors sur telle d'évaluation, on a deux avis. Ah oui, c'est bien deux avis, mais bon, s'il y en a un qui est pour et un qui est contre, on ne sait pas trancher, donc il faudrait peut-être en avoir trois, parce que comme ça, il y aura un nombre impair et on y arrivera plus facilement. Et donc, c'est souvent des choses de bonne foi que les gens demandent pour être plus sûrs des processus, des décisions qu'ils prennent ou des évaluations, mais à la fin, par entropie, les systèmes anthropiques, comme ça, l'entropie croît et on arrive à cette augmentation-là. Et j'ai mis en rouge un petit peu les questions liées à l'acceptabilité, au ce sens où c'est vrai qu'on peut définir des cadres, on peut définir des évolutions, des propositions, des incitations, mais la traduction après dans un environnement contraint comme est celui de l'agriculture, ça pose réellement des questions d'acceptabilité, de conformité, disons, des impulsions vis-à-vis des degrés de liberté disponibles. Risques, écueils, critères de réussite. Donc bon, les risques, forcément, c'est le truc un peu rouge, et puis les critères de réussite, c'est le truc un petit peu vert. Je ne vais pas tout commenter encore ici, loin s'en faut. Solutionnisme technologique, ça a été dit juste avant, on ne prône pas du tout ça. Hein. C'est évident qu'on ne prône pas le solutionnisme technologique dans le PEPR. Pour faire l'idée n'est pas non plus de faire du greenwashing, c'est-à-dire de peindre en vert des choses qui sont très numériques, et en disant greenwashing, l'espèce de coloriage, enfin on avait fait le jeu de mots avec Claire pendant le lancement du PEPR, agroécologie, son anagramme c'est géocoloriage d'ailleurs, hein, on s'était rendu compte de cette chose-là. Autre point, ça a été évoqué ce matin par Thierry Caquet, et l'impact environnemental du numérique. Sur la partie rouge, là c'est le dernier item. Alors c'est important, hein. 2,5%, l'empreinte carbone en France, 2,5% c'est le numérique. L'agriculture c'est autour de 20%. Donc on se dit, bah voilà, il y en a un qui est quand même beaucoup plus petit que l'autre. Mais en plus, c'est 2,5% pour tout le numérique. Hein, le numérique pour l'agriculture, c'est quelques pourcents de ces 2,5%-là. Donc ça fait, je sais pas moi, 0,1%, quelque chose comme ça. Alors, 0,1%, donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, que c'est open bar pour le développement du numérique en agriculture ou en agroécologie. Non. C'est juste pour avoir quand même des bons ordres de grandeur. C'est 20% d'un côté et c'est 0,1% de l'autre. Voilà. Mais encore une fois, je ne dis surtout pas qu'il faut exploser les impacts environnementaux du numérique loin s'en faut. Et mon dernier point là-dessus, vous voyez, quand on parle d'impact numérique, il y a des impacts qui sont directs. L'impact environnemental, les chiffres de l'ADEME sont connus, hein, c'est beaucoup la fabrication des outils numériques, à peu près 80%, 15% les data centers et 5% les réseaux. Ces chiffres-là, encore une fois, ils sont sujets à pas à controverse, mais ils ne sont pas vrais à la virgule près, mais c'est quand même, ça donne les ordres de grandeur. Par contre, quelque chose qu'on ne sait pas mesurer, et ça c'est une vraie question, c'est les impacts indirects. Hein, on parlait tout à l'heure on a parlé de pénibilité, de biodiversité, de réduction des intrants mis. Et ben voilà, les grammes de CO2 émis par la fabrication d'un capteur, on sait les quantifier à peu près, mais par contre, ces autres choses qui sont les impacts indirects, y compris les impacts plus d'ordre socio-technique ou de comportementaux, ça on ne sait pas les chiffrer. Et donc quand on dit que le numérique doit aider à la décarbonation, pour l'instant, ça reste effectivement un vœu pieux.
ça reste un vœu pieux parce qu'on ne sait pas quantifier ces choses-là. Alors le programme, donc en bref, hein, donc voilà, donc il y a une certaine somme d'argent qui est mise, une dynamique engagée. Donc les deux grosses choses, là c'est la première colonne de gauche pour vous en bas, l'appel à projet 2024, clôture en mai, Claire va en parler plus en détail, et les appels de contrats de thèse, doctorat, enfin de contrats de thèse et de post-doctorat, 6 bourses de thèse également au printemps prochain. Et les 4 axes scientifiques du PEPR, hein, donc qui sont détaillés ici, alors socio-écosystème, agroéquipement, données, ressources génétiques et données et modélisation, avec au centre, bien sûr, la notion de recherche, d'infrastructure, d'animation scientifique, hein, pour ne pas travailler en silo, et l'innovation, qui est bien entendu aussi quelque chose qui doit ressortir. Alors, parmi les choses qui sont déjà engagées, certains des gens qui sont ici y participent. Il y a les fameux projets cibles qu'on a lancés. Alors, on vous a donné une carte ici, et cette carte, elle met aussi toutes les institutions, instituts, organismes qui sont impliqués dans ces projets. Et il y a une chose qui est importante à voir, c'est que INRIA et INRAE copilotent ce PEPR, mais ils le copilotent pour la communauté. Hein, il ne s'agit pas de se faire un Yalta et de se garder une bonne partie de l'argent pour nous et d'en distribuer un tout petit peu à l'extérieur. Non, c'est fait pour la communauté. Donc il y a un côté à la fois altruiste et donc de faire abstraction de l'endroit où on vient et de financer, bien entendu, les meilleurs projets. Dans l'encadré qui est à gauche, voilà. Un PEPR, c'est pas exactement, le logo de l'ANR apparaît, mais c'est pas exactement comme les appels à projets génériques de l'ANR, au sens où voilà, on a besoin de mener des choses qui sont exploratoires sur des sujets qui sont à l'intersection entre agriculture, agroécologie et numérique. L'intersection, elle n'est pas bien grande. L'agroécologie, c'est une discipline, le numérique, c'en est une autre. L'intersection entre les deux, on l'a vu, elle n'est pas bien grande. Et la marche, souvent pour les gens, et on l'a entendu ce matin, hein, Claire et moi, indépendamment, des gens qui nous disaient, oh là là, des gens de la communauté agroécologique qui nous disaient, oh là là, le numérique, là, c'est compliqué, hein, alors là, ouais, c'est vraiment un truc dur. Et moi, à midi, j'ai entendu la même chose, mais dans le sens inverse. Oh là là, l'agronomie, l'agroécologie, devenant d'un numéricien, d'un de mes collègues, mais oh là là, putain, mais c'est vraiment quelque chose de très très dur. Et oui, et donc on est aussi un petit peu là pour essayer de réduire la hauteur de la marche, et dans le cadre de l'appel à projet, Claire en reparlera tout à l'heure un petit peu plus. Alors, ça a été dit ce matin, je ne commande pas énormément ça, hein, mais ce PEPR, là, c'est le grand carré bleu qui est là, avec ses divers piliers, il est entouré d'autres éléments qui sont à côté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est central et que les autres sont autour. On s'est mis au centre parce qu'on parle de notre PEPR, mais ça veut juste dire qu'on est inséré dans quelque chose qui est bien plus grand. Philippe Vissac l'a évoqué ce matin, et je ne vais pas aller plus loin. Alors, on essaye de faire de la communication, bien sûr, autour de ce PEPR. Il ne s'agit pas de se substituer au site web des grands instituts qui sont là et qui sont nos employeurs, mais ça veut dire quand même d'essayer de donner un petit peu à voir ce qui se passait, ce qui se fait dans le PEPR. Et donc là, je vais vous donner un exemple, vous voyez, sur 2 grands projets, 2 projets cibles qui ont été lancés, Plante Agroéco, donc autour de PlanteNet qui a été évoqué ce matin, Coeditag. Alors j'ai vu Pierre Labarthe, qui est un des responsables dans la salle, il est quelque part, et puis on doit l'entendre demain. Donc, qui en parlera également. Donc, il y a un site web, il y a un compte LinkedIn, et voilà. Alors, ici, voilà, n'oublions pas, et c'est aussi le lien avec l'étape d'avant, on nous donne de l'argent, c'est 65 millions, et il faut en faire quelque chose. Comment dire on a tous quelque part un petit peu des contrats à rendre. Alors Virginie Bernois n'est pas là, mais je vois Philippe Vissac devant. Et eux aussi, ils ont des comptes à rendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que de ces projets-là, on sorte quelque chose et qu'on va être évalué. C'est un petit peu normal. On nous a donné quelque chose. Qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce qui en est sorti? Alors ça ne veut pas forcément dire des foultitudes d'indicateurs, mais voilà. Alors j'en ai mis quelques-uns ici. Et dès qu'ils sont vraiment importants, c'est quand même le vivier de compétences. J'ai dit tout à l'heure, l'intersection agroécologie numérique, c'est petit. Et ça, justement, cette a la vocation à croître. Et on a beaucoup insisté justement pour qu'il y ait des jeunes ici qui présentent, c'est ce qu'ils feront juste après, pour avoir cette communauté de gens justement qui maîtrisent un petit peu les deux. Alors on ne peut pas être à la fois un immense expert des deux, mais on peut être expert de l'un, d'une des parties de la communauté, et puis bien connaître ou assez bien maîtriser l'autre. Et c'est vraiment un enjeu que de créer des communautés de gens aux interfaces. Et vous voyez, sur les chiffres récents obtenus hier par Valentin et Patrick, là, et donc vous voyez, parmi les recrutements, les chiffres sont quand même importants. Et donc vous voyez, la somme de tous ces gens-là, ça fait quand même beaucoup de gens qui vont essayer justement de travailler à l'interface entre agroécologie et numérique.
Alors, il y a un appel à projet qui va se clôturer fin 2024, d'un montant maximum de 22 millions, et Claire en donnera toutes les modalités. Il y a chaque année aussi, pendant 5 ans, il y a eu en 2023, il y aura donc encore pendant les 4 années qui viennent, donc en 2024, un appel à projet de thèse et post-doctorat. Et donc, vous voyez, il y a 4 étudiants qui sont là, qui vont présenter juste après. Donc, Noémien Maillard, Maxime Criado, Elisa Deschamps et Yves Fotso. Donc, ça sera exactement les sujets qui sont présentés ici. Je ne les détaille pas, puisqu'ils vont le faire juste après moi. Voilà, donc, je crois que c'est mon dernier transparent. Bon, bah, la partie qui est à gauche résume un petit peu ce que je viens de dire. On a aussi vocation à avoir des choses qui sont exploratoires. Alors, dans la recherche, a priori, tout est exploratoire. C'est un peu un pléonasme que de dire ça, oui et non, parce que tout à l'heure, on l'a évoqué, c'était un peu le sens d'une question que j'ai posée ce matin aussi, c'est que, et une remarque que j'ai faite, c'est pas les appels à projets génériques de l'ANR, ce genre de choses. On a vocation à prendre des voies un tout petit peu différentes. Et mon sentiment, il est que, voilà, dans certains cas, on a tendance quand même beaucoup chez nous à prendre ceinture et bretelles quand on veut valider quelque chose, et en faisant ça, en faisant plein d'évaluations et en mettant plein de contraintes, on est de plus en plus dans la continuité. Plus vous mettez de contraintes sur un sujet, dans un appel à projet quelque chose, plus vous faites des choses dans la continuité. Et là, justement, on ne veut pas faire ça. On veut essayer d'avoir des choses beaucoup plus exploratoires, beaucoup plus originales, entre des gens qui apportent des compétences et des choses très, très différentes. On avait évoqué avec Claire le fait de faire vivre un think tank. Voilà, c'est pas évident de faire vivre ce genre de choses parce que, pour plein de raisons, échanger des idées autour d'une table, ça, bon, à peu près, ça va assez bien, mais en faire ressortir quelque chose, après, c'est ça, la partie un tout petit peu dure. Alors, on n'a pas complètement abandonné l'idée, mais voilà, en tout cas, on est à disposition à la fois pour avoir des suggestions et des idées. On a un conseil scientifique autour de nous, dont certaines personnes ici, j'ai vu Isabelle Keinec, Karine Gauche, Mehdi Ciné, qui sont ici et qui sont membres du conseil scientifique du PEPR. Si vous avez des idées, en tout cas, n'hésitez pas à nous les soumettre, ou à eux, et puis aussi à éventuellement participer ou à aider au montage de manifestations scientifiques pour aider justement à cette dynamique de recherche, d'innovation et un petit peu de désilotage. Voilà, et maintenant je passe la parole à Claire. Alors merci. En fait, ce que vient de présenter Jacques, c'est important parce que, et c'est pour ça que c'est important que vous soyez là. Parce qu'en fait, si on fait, vous voyez, on n'a pas mis de lien visio, en fait, pour que des gens puissent, au fond, suivre à distance ce qui se dit aujourd'hui et puis ce qui est présenté. En revanche, les présentations, voilà, pourront être mises à disposition de tous ceux que ça intéresse. C'est parce qu'en fait, pour créer, au fond, une synergie, il faut que les gens soient présents. Et c'est ce pari, en fait, qu'on souhaite tenir avec vous pendant toute la durée de ce programme. A été évoqué le think tank, c'est quelque chose au fond qui, si on le met en route, et au fond ça fait partie en fait des livrables, en fait on en a parlé dans notre projet de gouvernance et d'animation transverse. Il faudra qu'on le fasse de toute façon en coordination avec tout l'existant, parce qu'en fait il y a aussi pas mal de think tanks. Quand on regarde au fond, je dirais un peu l'originalité des questions, sans prétention, en fait la nécessité de questionner au fond le numérique pour l'agroécologie, il y a probablement un espace de réflexion auquel on pourrait contribuer efficacement avec d'autres instances et puis d'autres structures qui se posent les mêmes questions. Et là, on a une partie à jouer. Et donc il faut être présent pour ces actions à la fois prospectives et puis en même temps peut-être aussi à la fin peut-être de recommandations. Voilà. Donc ça, ça va être quelque chose qui est important parce que je vais revenir dessus après. Une originalité aussi de ce qu'on fait dans le cas du PEPR, et ça rejoint un petit peu ce qui a été évoqué avec la low-techisation, c'est qu'en fait on n'est pas très bon sur la capitalisation des savoirs et en fait le PEPR il doit aider à mieux capitaliser sur les savoirs avec toutes les parties prenantes et dans ce cadre-là, une réflexion sur des bonnes pratiques et peut-être qu'un think tank qui pourrait peut-être changer de nom pourrait nous y aider. Alors je vais revenir sur des diapositives que certains d'entre vous ont déjà vues, donc je vous prie de m'en excuser par avance. On n'a pas repris la totalité de ce qui avait été présenté lors des webinaires de présentation de l'appel à projet. On s'est simplement remis dans le cadrage un petit peu général des attentes et je dirais que les exposés qui ont été faits ce matin
ils sont là aussi pour donner un peu de la chair à tous ces questionnements qu'on a et aux attentes qu'on a dans les consortiums ambitieux qu'on souhaite voir soutenus par cette programmation. On est dans le cadre de 4 axes scientifiques qui sont structurants, qui sont présentés ici sur ce kakémono. À la question ce matin qui était posée, mais oui, mais au fond, il y a un peu une espèce de synonymie entre robotique et numérique pour l'agroécologie. Je pense qu'on est loin de vouloir, au fond, que cette synonymie soit l'emblème du projet, vraiment loin de là. Et vous voyez, en fait, il y a quand même tout un axe qu'on positionne en fait en premier, qui est l'axe socio-écosystème. Donc on sait bien que, et c'était dans la première slide qu'a présenté Jacques, c'est que derrière des grandes transitions, au fond, il faut des mesures incitatives, il faut des politiques adaptées, il faut que les gens adhèrent, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et quand on écoute ce qui a été dit ce matin par Christian, c'est parfois un long chemin, il y a des choses incrémentales, parfois il y a des ruptures, et tout ça, ça doit être accompagné. Et tout ce qu'on entend sur le système agricole actuellement et toutes les revendications, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un accompagnement, et en même temps, il faut arriver à être convaincant en fait dans les changements qu'on opère. Donc ce cadrage général de l'appel à projet, donc vous voyez cet appel à projet, il est ouvert à toute la communauté. Alors vous verrez après dans la constitution des... ça c'est un peu les règles de l'ANR, voilà, tout le monde est bienvenu mais tout le monde ne peut pas être financé. Donc ça peut créer ça peut créer un peu une forme de contestation, mais écoutez, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Et au fond, les partenariats se construisent dans la durée. Et au fond, être déjà partenaire d'un consortium ambitieux, après tout, c'est peut-être déjà une bonne première entrée en matière. Donc, vous voyez, ça s'adresse évidemment aux organismes de recherche, universités, écoles, et puis ensuite à tous les partenaires socio-économiques. Et on a eu le plaisir quand même, en recevant les appels à manifestation d'intérêt, de voir qu'il y avait quand même des partenaires socio-économiques qui se manifestaient, qui sont là juste pour dire « voilà ce que je sais faire et je souhaite bien être partenaire si ça vous intéresse ». Alors bien évidemment, on souhaite, et c'est ce qui a été dit, financer des projets qui soient originaux, ambitieux. Ce qu'on souhaite, au fond, c'est financer ce que le reste ne finance pas. On n'est pas sur forcément des projets qui sont finançables par un projet ANR blanc. On est sur vraiment des problématiques qui parfois peuvent peiner à être financés par ailleurs. Par exemple, on a financé un gros programme sur la caractérisation génétique des ressources. Il y a beaucoup de séquençage. C'est pas toujours très vendeur quand on veut financer ça, voir financer ça dans le cadre d'appels à projets génériques de l'ANR. Donc nous, on estime qu'il y a de la place pour ces projets-là, tant qu'ils constituent des ressources d'importance pour la communauté, pour nos objectifs. Alors vous voyez, c'est un montant maximum de 22 millions d'euros. Alors on a mis montant maximum de 22 millions d'euros parce qu'on se garde la possibilité de ne pas financer toutes les propositions si on estime qu'elles ne sont pas du niveau. Et dans ce cas-là, on gardera une partie de la somme pour le deuxième appel à projet qui sera ouvert à peu près dans 2 ans. Alors bien évidemment, les projets doivent s'inscrire dans au moins un des axes scientifiques du programme. Et en fait, des détails sur les attentes par axe sont disponibles sur le site web du PEPR. Quelques éléments, au fond, un peu généraux aussi de nos attentes. On l'a vu ce matin, ça a été largement évoqué. Pendant tout un temps, en fait, peut-être que l'agriculture a un peu oublié la complexité du vivant. Et c'est un des rôles de l'agroécologie, au fond, de remettre de la diversité et dans les systèmes et dans les pratiques. Donc, nous, vraiment, on souhaite qu'émergent des projets qui, au fond, s'adressent à toutes les formes d'agriculture, toutes diverses. On n'a aucun projet vraiment dédié à l'agriculture biologique, par exemple. Tout ce qui est aussi projet qui se baserait sur alors maintenant, je sais on dit plus low-tech, donc voilà. Mais bon, c'est quand même écrit comme ça, donc vous m'excuserez. Voilà, donc on attend des projets qui illustrent cette diversité, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est important. Et puis ensuite, on est bien d'accord et ça a été rappelé à plusieurs reprises, c'est qu'il y a un certain nombre de risques qui accompagnent le numérique. Donc nous, on souhaitera financer quand même des projets qui soient clairs sur la limitation au maximum de tous les risques qui iraient à l'encontre de la transition agroécologique. On a parlé de risques directs et de risques indirects. Donc dans tous les projets, on attend d'avoir une vision au fond de tous ces risques pour l'environnement lié à l'usage du numérique.
Alors une fois qu'on a mis un cadrage un peu général, on a un peu des objectifs et des attentes. Alors évidemment, je vais faire comme Jacques, hein, je ne vais pas relire toute la diapositive, de toute façon vous les aurez. On voudrait insister sur le fait que on espère que pour des experts de l'intelligence artificielle du numérique, au fond, des fronts de science soient identifiés, où ils disent au fond, mais là il y a des jeux de données, il y a des questions scientifiques qui m'intéressent, et au fond, je ne suis pas juste à mettre à disposition mes connaissances, mais aussi générer de la nouvelle connaissance en intelligence artificielle, en modélisation, et que les experts dans ce domaine-là, ils trouvent leur compte aussi en termes de fronts de science. Donc pour nous, on considère que c'est un domaine en croissance, avec de forts besoins. Et il est clair qu'on n'est pas du tout là à vouloir exploiter les compétences de gens qui seraient experts en intelligence artificielle. Il faut aussi que des fronts de sciences dans ce domaine-là soient identifiés sur les thématiques de l'agroécologie. Et au fond, la présentation de Thierry Caquet ce matin montre bien qu'il y a un assez long chemin à parcourir quand même pour bien concilier au fond l'écologie et l'agroécologie. Et c'était pas si simple que ça de trouver un intervenant qui acceptait au fond de partager sa vision d'écologue sur l'agroécologie. Donc au fond, renforcer le volet dédié à l'écologie dans les consortiums, c'est probablement quelque chose d'important et qu'on va attendre. Alors la décarbonation des pratiques, je ne vais pas revenir dessus. Un point important, au fond l'agroécologie, on attend des résultats. Ça veut dire qu'on va avoir besoin aussi de méthodologie pour mesurer qu'est-ce que ça fait comme différence sur les services écosystémiques, l'environnement, la biodiversité. Donc au fond, avoir des projets ou des mesures de changement d'environnement et des métriques associées aux transformations, soit travaillées et puis ensuite peut-être déclinées en solutions opérationnelles, ça c'est des choses qui pourraient être vraiment d'un très grand intérêt. Ensuite, vous voyez, on est dans une vision systémique au fond de ce qu'il faut faire en termes de transformation. Donc il faut avoir ces multiperformances, à la fois sociétales, environnementales et puis économiques. Comme ce qui a été dit ce matin, la production et l'environnement, au fond, doivent être visés de concert. Et puis donc je ne vais pas revenir sur la dernière version qui, au fond, rejoint un peu des métriques. Alors ensuite, il y a et ça a été un tout petit peu discuté ce matin, il y a tout un enjeu sur les données. Évidemment, si on fait du numérique, on a besoin d'utiliser des données. Et alors c'est un sujet, au fond, totalement récurrent, c'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit d'utiliser les données, lesquelles sont sensibles, comment on les organise, comment on les partage. Donc au fond, dans les différents projets, il y a, vous verrez dans le formulaire de réponse, il y a le plan de gestion des données. Donc ça, c'est un peu technique. Mais au fond, derrière ça, il y a l'accès, il y a une assez bonne connaissance des tensions qui existent entre ces données bien publiques, bien communs, bien privées. Quel droit on s'autorise en fait à les utiliser. Voilà, quelle autorisation on a pour les exploiter. Donc ça au fond, c'est un peu sous-jacent. Et ça va rejoindre aussi une sorte il y a un item sur l'éthique aussi des pratiques. Et l'éthique et c'est un paragraphe qui est important à bien renseigner sur l'appel à projet. Ensuite, vous voyez, est mentionné comment aider à la décision stratégique de l'agriculteur sur le long terme. Donc ce sont des travaux de recherche, mais au fond, le lien avec le terrain, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je reviens en fait sur cette notion de capitalisation des connaissances produites. N'hésitez pas dans vos réponses à l'appel à projet à mentionner comment vous voulez utiliser les connaissances, parce qu'il y a des publications, mais il n'y a pas que les publications. Voilà. Donc au fond, comment vous voulez capitaliser, partager avec d'autres personnes, quel modèle de diffusion, quelle méthode de dissémination des connaissances, et au fond, qu'est-ce que vous voulez en faire derrière, parce que des résultats négatifs, c'est quand même des résultats qui peuvent être partagés. Donc passer son temps à refaire des expérimentations qui ne fonctionnent pas, en fait, on a fait ça beaucoup. Mais au fond, même des résultats négatifs, c'est des choses qui peuvent être portées à la connaissance. Ensuite, il y a ces aspects plateformes d'innovation. Et donc là, alors Philippe, tu vas être content, mais je pense que c'est vraiment important, au fond, de s'appuyer aussi sur des dispositifs partenariaux. Il y a les démonstrateurs territoriaux qui existent.
les financements viennent pas de l'ANR, c'est d'autres formes de financement, mais au fond, et ça je trouve que c'est au crédit des stratégies, c'est qu'elles assemblent au fond des mesures qui ont des objectifs différents, mais qui sont tout à fait complémentaires, et j'estime qu'on a une forme de responsabilité au fond, à avoir une bonne connaissance de ce qui se fait par ailleurs, pour pas doublonner des données qui existeraient déjà, et puis ce qui a été dit ce matin aussi un peu, donner aussi accès à nos données si au fond elles peuvent être cumulées avec d'autres données, et on n'est jamais meilleur que quand on travaille en fait dans la vraie vie, hein, quand on veut au fond trouver des solutions pour le terrain. On a en toile de fond la réduction de l'usage des pesticides et puis aussi des antimicrobiens. Donc là, au fond, si on peut répondre aussi aux ambitions des plans Éco-Phyto 2030 et Éco-Antibio 3, on sera bien dans notre mission. Qu'attend-on des consortiums? De l'interdisciplinarité et je pense qu'avec toute l'équipe du PEPR, en fait, on vous félicite pour l'ouverture que vous avez dans le partage de vos idées. Parce qu'au fond, on a reçu peut-être 45 appels à manifestation d'intérêt. On a fait volontairement le choix de ne pas rendre cette étape ni sélective ni obligatoire. Et au fond, on espère que ça va créer une forme de liberté de parole, de liberté d'association, une forme de prise de risque aussi, hein, de partager ses idées. Mais au fond, la science, elle se construit comme ça. On ne cesse de dire qu'il faut faire du design et de la co-construction avec des partenaires divers et variés. Autant profiter de l'existence de ces PEPR pour faire aussi de la co-construction tous ensemble. Donc les projets, ils vont être entre 3 et 5 ans. Les projets ciblés qui ont déjà été lancés, ils étaient de 5 ans. Là, on s'est dit, bon, il y a peut-être des gens qui ont envie de faire des choses plus rapidement. Quelle que soit la durée, les lettres sollicitées pourraient être de 1 à 3 millions d'euros. Donc, il peut y avoir des projets avec un montant maximum qui peuvent être pour 3 ans. Alors, évidemment, fort potentiel pour l'agroécologie, ambition, impact, nouvelles connaissances, il faut qu'ils soient structurants à l'interface entre l'agroécologie et le numérique. Quand on a fait les webinaires, on a eu un certain nombre de questions. Ah oui, alors bon, voilà, je travaille dans un labo, j'ai un collègue qui fait quand même déjà un peu de modélisation. Est-ce que l'interdisciplinarité est suffisante? Je dis, écoutez, je ne connais pas les compétences de votre collègue en modélisation. Mais nous, ce qu'on a constaté, c'est que quand on a fait des assemblages entre scientifiques qui ne se connaissaient pas tellement, qui étaient de disciplines quand même, on va dire complémentaires, mais de labos assez différents, au fond, le résultat, il est quand même meilleur que quand on travaille directement avec avec quelqu'un qui est... Voilà. Donc, n'hésitez pas, au fond, à creuser le partenariat vers des communautés, au fond, que vous ne connaissez pas bien, mais qui, au fond, peut-être embrassent, je sais pas, soit l'agroécologie, soit les données de manière un petit peu différente de ce que vous connaissez. Alors les bénéficiaires directs, c'est un peu notre routine, hein, les organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur, les établissements privés contribuant aux missions de service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà, et ça c'est un peu au cas par cas, c'est à vérifier. Et puis il y a aussi les instituts techniques agricoles, c'est aussi au cas par cas. En fait, on aurait souhaité qu'ils soient tous éligibles, mais au final, ils n'ont pas tous les mêmes statuts, donc ils ne sont pas tous éligibles directement. Donc c'est à chaque représentant d'institut technique agricole d'aller voir auprès de l'ANR l'éligibilité au fond du financement direct. Et puis après, il y a tous les partenaires non bénéficiaires. Mais j'espère qu'au fond, tous ensemble, dans cette assemblée, vous êtes convaincus que si on arrive à travailler avec des entreprises, des associations, des collectivités, voire des partenaires étrangers, au fond, on pourra construire des projets intéressants. Alors le calendrier, on a lancé... alors c'était quoi le 18 janvier? Oui, 18 janvier, c'était le... C'était quoi? Ah oui, c'était la fin de l'appel à manifestation d'intérêt. Oui, tout le monde m'a dit oui, c'était très court, c'était vrai, c'était pas très long. Mais en même temps, bon, c'est une petite étape intermédiaire. Et au fond, 4 jours avant, il y avait 4 réponses. Voilà, et puis le jour même, il y en avait un peu plus d'une quarantaine. Donc les journées d'aujourd'hui, on avait fait exprès en fait de clore assez rapidement l'appel à manifestation d'intérêt pour que ces journées 2024 soient l'occasion de rencontres et puis de discussions. Et donc vous avez jusqu'au 14 mai pour constituer les consortiums définitifs avec là dépôt d'un dossier complet. Et on avait un petit peu tardé à mettre le formulaire, mais maintenant il est définitif, il est en ligne sur le site de l'ANR. Alors, on pourra peut-être y revenir après, mais pour mettre les gens en contact, alors ça c'est quand même pas quelque chose de totalement trivial.
Donc, pendant la séance de poster là, qui va avoir lieu juste après la présentation des projets de thèse et de postdoc, en fait, vous verrez, c'est écrit en petit, mais il y a affiché les intitulés, les porteurs et les disciplines recherchées de tous les appels à manifestation d'intérêt dont nous avons connaissance. Donc déjà, ils peuvent être consultés aujourd'hui. On ne les a pas distribués par mail ou par une autre méthode, parce qu'au fond, les informations, elles restent quand même, pour l'instant, entre nous, on va dire. Et donc, demain après-midi, il va y avoir plus d'une vingtaine de porteurs qui sont prêts à présenter pendant 2-3 minutes voilà, les objectifs, les souhaits et les recherches de partenariat. Et puis ensuite, il y aura un atelier dédié pour que des groupes se forment de manière à pouvoir discuter plus avant sur l'élaboration des consortiums. Donc vous voyez, cette journée-là, aujourd'hui, on fait un peu connaissance, et puis demain, il y aura du temps qui est vraiment dédié à toutes les personnes qui souhaitent consolider leur consortium. Une chose, quand on nous pose des questions sur est-ce que mon projet est bien, pas bien, on s'interdit en fait avec Jacques de répondre dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on rappelle à chaque fois voilà, les objectifs du programme, ce qu'il est en capacité de financer, ce qui n'est pas en capacité de financer, si par exemple, voilà, c'est des projets qui sont totalement dans la continuité des projets existants. Là, on explique que voilà, on ne va pas financer 2 fois la même chose. Donc, ne nous en voulez pas, mais on est dans un rôle là de neutralité, de manière à ce qu'au fond, les experts de l'ANR puissent faire leur travail sans que nous on influence, sans le savoir, certains consortiums par rapport à d'autres. Donc, juste pour terminer, retenir pour cet appel à projet, donc les dépôts des dossiers complets, c'est le 14 mai. Aujourd'hui, demain, c'est donc... et ça dépendra de vous, que ce soit réussi cet atelier. Hein, c'est le moment de mise en relation de partenaires. Vous avez le lien vers l'appel à projet sur le site de l'ANR. Le contact pour la direction du programme, vous avez une adresse mail. Et puis un contact ANR aussi. Et Yves Coquet est là, je ne sais pas, Yves, si tu... Voilà. Donc c'est notre interlocuteur ANR. Donc c'est bien parce qu'aujourd'hui, on sait que le SGPI a des visages, et l'ANR a des visages aussi. Donc c'est quand même une belle nouvelle. Voilà, ensuite, pour finir, pour toute question sur le programme, donc vous avez, voilà, Jacques et moi, on est dans co-direction. Il y a les managers du programme qui sont vraiment... enfin, dès que vous avez une question, ils essaient d'y répondre le plus vite possible. Hein, c'est Valentin et Patrick. Ensuite, il y a le contact équipe du PEPR. Derrière cette adresse, en fait, il y a Valentin et Patrick. Contact ANR Yves. Et puis ensuite, Philippe Vissac, là, pour coordination de la stratégie SADEA, qui me fait le plaisir d'être là avec nous. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là, et puis on va répondre à toutes vos questions pendant 1 minute, c'est ça? On peut répondre à quelques questions, puis sinon on est là avec Jacques pendant, évidemment, tout est aujourd'hui et demain. Est-ce que vous avez quelques questions brûlantes? Sinon on va passer aux présentations des docs et post-docs. Bon, écoutez, rien de brûlant, tout va bien. Alors, il faut que je reprenne... Alors, est-ce que nos 4 candidats savent dans quel ordre ils passent? Vous savez déjà ou pas? Oui, en début, c'est le projet Eagle, avec Noémien. Voilà, Noémien Maillard, doctorant. Donc, chacun, l'exercice est vous présenter pendant un temps maximum à peu près 5 minutes. Et puis, vous n'aurez pas de questions, mais ensuite, il y a la séance poster et tous les gens pourront vous poser des questions en vous ayant identifié. Donc, merci d'être venus, parce que je sais que pour certains d'entre vous, c'était très compliqué. Voilà. Alors, Noémien, oui, alors il faut la présentation. Alors, il faut la présentation. Alors, elles sont où? Postdoc, c'est là? Ouais, c'est dedans, ouais. Ok. Et Noémien... Maillard. Noémien, c'est... Voilà. Ouais. Ça marche. Et je le mets en diaporama. Ouais, alors là, il faut faire F11. F11. Celle-là, ça doit mettre en grand. Faut pas faire fonction F11. Ouais, c'est... Non. Ça baisse le... Bah écoute, je vais te laisser faire. Hein. Voilà. Bon, bah voilà, Noémien, tu te présentes pendant qu'on met ta présentation. Vas-y. Donc bonjour à tous, je m'appelle Noémien Maillard. Donc je suis en première année de thèse.
Je travaille sur l'utilisation de réseaux de neurones pour améliorer la notation du génome du porc. Et tu sais pas faire. Un grand écran. Quelqu'un a le raccourci pour le grand Affichage écran? ou F6, je sais pas quoi. Mais sinon, Mode plein écran, ça y est, on l'a. un peu comme ça. Et donc du coup, je suis co-encadré par Raphaël Mourad du MIAT et Julie Demars de Jeune-Fils à l'INRAE de Toulouse. J'ai un parcours académique plutôt axé biologie, même biothérapie avec un premier master, que j'ai choisi de compléter avec un master en bioinformatique. Et de par mon stage de Master 2, j'ai aussi choisi d'axer mon parcours vers l'utilisation du deep learning et des réseaux de neurones. Et ce projet est donc financé par le PEPR, Agroécologie et Numérique. Donc ce projet se place dans le cadre de la transition agroécologique, dont on a quand même parlé toute la journée. Donc l'idée, ça va être de permettre aux éleveurs de modifier leurs pratiques d'élevage pour répondre à la demande des consommateurs, tant au niveau quantitatif que qualitatif des produits, et aussi inclure d'autres questions qui peuvent être par exemple le bien-être animal. Et donc pour ça, on souhaite jouer sur la caractérisation du lien génome-phénome, comprendre la génétique qui explique les caractères d'intérêt. Donc pour ça, souvent on utilise des méthodes d'association en premier lieu, telles que la TIOAS, qui vont permettre d'associer des régions génomiques à nos caractères d'intérêt. L'une des limites de ces méthodes, c'est qu'elles montrent que 95% des variants qu'on observe dans ces régions d'intérêt sont dans des régions non codantes. Et 75% d'entre eux sont dans des éléments régulateurs. Ce qui rend compliqué l'association du ou des variants causaux au phénotype, qui plus est pour des caractères complexes tels que ceux qui nous intéressent. Donc ça nécessite ensuite de se rapprocher de la biologie, s'intéresser à des méthodes telles que la DNA-seq ou la TAC-seq ou encore la ChIP-seq, qui vont expliquer les mécanismes biologiques sous-jacents que nos variants pourraient éventuellement perturber. Si on prend l'exemple de CTCF, c'est une protéine insulatrice, c'est-à-dire que c'est une protéine qui va se fixer sur l'ADN, je sais pas s'il y a un pointeur, qui va se fixer sur l'ADN et puis avec entre autres la coésine permettre un repliement de l'ADN, ici sur notre schéma rapprocher notre gène d'un enhancer et donc permettre l'expression de notre gène 3. Et puis si dans notre jeu de données on a un variant qui va perturber la fixation de l'une de ces protéines, eh bien on ne retrouvera pas cette structure en boucle et donc le phénotype sera différent. L'une des limites de ces méthodes, c'est qu'elles sont lourdes à mettre en place et quand on a des milliers de variants, on ne peut pas se permettre de tous les tester biologiquement avec ces méthodes. C'est pour cette raison qu'on veut se tourner vers des méthodes de biologie prédictive, l'utilisation des réseaux de neurones artificiels, et aussi parce que ces méthodes montrent des résultats prometteurs dans l'analyse de la génétique humaine. Cependant, ils nécessitent des quantités d'informations assez importantes qui ne sont pas disponibles. Donc on n'a pas les données génétiques porcines nécessaires pour entraîner ces réseaux de neurones. Et c'est pour cette raison qu'on veut utiliser des réseaux de neurones qui sont entraînés avec des données humaines et murines pour prédire l'impact de nos variants chez le porc. Et on peut se permettre de faire ça parce que ce sont des espèces qui sont phylogénétiquement parlant assez proches. Donc les mécanismes biologiques qui vont réguler leurs gènes sont aussi potentiellement assez proches. Donc j'ai pu initier ce travail au cours de mon stage de master en travaillant sur une région assez bien connue et décrite du chromosome 1 qui compte 2500 variantes, donc on ne peut pas tous vérifier biologiquement parlant. Et donc j'ai travaillé avec deux réseaux de neurones, DeepBind et Informer, et j'ai commencé par montrer que nos prédictions montrent des pics là où on les attend pour les quelques observations qu'on a ici en rouge. Et puis ce master s'est conclu par la proposition d'une méthode pour prioriser nos variants, à potentiellement valider fonctionnellement. Cette méthode est un peu en révision pour proposer une science juste. C'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Enfin, cette thèse a 4 grands objectifs. Le premier étant de rendre accessible à la communauté scientifique les prédictions que j'aurais réalisées. Le deuxième consistera à ne pas s'intéresser uniquement au chromosome 1 et pas uniquement aux caractères en question, mais à d'autres caractères et à d'autres régions génomiques. Ce qui explique donc on a fait du séquençage en faible profondeur et associé à de l'imputation, bien que ces méthodes-là seront évaluées. Le troisième point consistera à prioriser nos variants d'intérêt avec entre autres nos réseaux de neurones. Et le quatrième point consistera à faire de la validation fonctionnelle
retourner un peu à la paillasse pour vérifier que nos prédictions, elles ont du sens puisqu'on les observe également biologiquement parlant. Je vous remercie de votre attention. Je remercie les membres du PEPR Agroécologie et Numérique et également du métaprogramme DigiBio qui permettra de financer le Wet Lab. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien parce qu'on rentre en fait maintenant dans des questions précises et au fond, c'est tout l'intérêt de présenter ces différents projets. Donc là, c'est la contribution, on va dire, à l'axe ressources génétiques, hein, caractériser les ressources génétiques pour évaluer leur potentiel pour l'agroécologie, et puis un petit peu l'axe aussi données modélisation. Tu te reconnais dans ces deux axes ? Oui, c'est bon ? Bon, parfait. Merci. On va maintenant passer à la présentation par Maxime Criado. Donc sur la construction d'un pipeline bioinformatique pour prédire le décalage génomique des arbres fruitiers cultivés et sauvages en réponse au changement climatique. Donc bonjour à tous, vous m'entendez bien, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Donc je m'appelle Maxime Criado, je suis en première année thèse également, lauréat de du PEPR de l'appel à projet de l'année dernière. Mon sujet de thèse se nomme création d'un pipeline du coup pour prédire le décalage génomique chez les arbres fruitiers en réponse au changement climatique. Et les différents modèles que je vais utiliser pendant ma thèse sont ceux que vous voyez sur la diapo, donc le pommier, le pêcher, l'abricotier, l'olivier et la vigne. Et cette thèse est encadrée par pas mal de monde, donc Amandine Corny et Elodie Marchadier de GQE Le Moulon à Paris-Saclay, et également encadrée par Olivier François de l'Université de Grenoble et Yann Bourgeois de l'IRD. Donc pourquoi on s'intéresse aux arbres fruitiers ? Parce que ce sont des espèces clés des écosystèmes et des agrosystèmes, et on connaît très peu de choses sur leur réponse au changement climatique. La seule chose qu'on connaît, c'est que les apparentés sauvages ont survécu au dernier changement climatique majeur, donc on a des a priori sur la présence de gènes d'intérêt qui permettraient de comprendre l'adaptation au changement climatique. Et une notion importante de ce projet de thèse, c'est le décalage génomique, donc, qui se définit comme un modèle prédictif de la maladaptation au changement climatique. Et on l'obtient de la façon suivante, si on compare l'association données diversité génétique et données climatiques sur un temps présent, on va dire aujourd'hui, et qu'on la compare à des données climatiques dans 50 ou 100 ans, on va prédire une diversité génétique pour ce climat futur, et le décalage génomique sera la différence entre ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on aura dans 50 ou 100 ans. Et pour ce faire, on aura besoin de données génomiques, de données climatiques. Du coup, cette thèse va s'articuler sur 3 axes principaux. Donc, la première sera la récupération des différents types de données, donc données génomiques, phénotypiques et climatiques. Ensuite, il va falloir construire le pipeline afin de prédire le décalage génomique en utilisant des méthodes type Gradient Forest ou GDM. Et ensuite, on va d'abord créer le pipeline pour le pommier, et ensuite on va le standardiser à tous les autres modèles d'arbres fruitiers. Et la dernière étape sera une calibration du modèle prédictif en comparant les résultats du pipeline avec des expériences en chambre contrôlée. Donc pour vous donner un peu une idée des données qu'on a par rapport aux pommiers, au niveau des pommiers sauvages, on a 7 sites en France. Pour les cultivés, on en a 3 en Europe. Donc ça représente pour les arbres cultivés 951 arbres répartis sur 3 sites, dont on mesure 8 traits phénotypiques. On a aujourd'hui 2 ans de mesure, la 3e année arrive. Et pour les pommiers sauvages, on a à peu près 800 arbres répartis sur 7 sites en France. Un nouveau va bientôt ouvrir en Roumanie. Et sur cela, on a 3 ans de mesure. Autre chose par rapport aux données climatiques, on va utiliser la balle Chelsea. Voilà. Les attendus de ce projet sont une meilleure compréhension de l'adaptation des fruitiers au changement climatique, de créer un outil disponible pour tous qui suit un protocole FAIR, et de produire une liste de variétés adaptées à chaque région. Donc j'aimerais finir cet exposé sur les contributions de ce projet aux axes du PEPR. Donc tout d'abord, on va fournir une bibliothèque de germoplasme qui, par son étude, permettra d'établir de nouveaux éléments qui permettront une meilleure compréhension du changement climatique et de tout ce qui est lié à ça. Et ensuite, au niveau digital, numérique,
car les arbres fruitiers sont un très bon modèle pour tout ce qui est études prédictives, et ça permettra de former les nouveaux jeunes chercheurs aux méthodes de machine learning. Et je vais également travailler en étroite collaboration avec Gwedael Ristou, qui fait partie du PEPR AgroDiv dans le Work Package 5, et qui lui fait la même chose, mais sur les animaux d'élevage. Voilà. Si vous avez des questions, je serai juste après avec un poster, et merci pour votre attention. Alors là, les 4 axes, là, tu te retrouves où? Ça va être la question de à chacun. Parce que nous, on vous a mis quelque part, mais... Recherche analytique et données modélisation. Oui, je pense que c'est ça. Ouais, voilà, on est d'accord. Bon, merci beaucoup. Alors maintenant, on va demander à Elisa Deschamps, qui a fait des prouesses pour être là avec nous aujourd'hui. Parce que voilà, les événements s'enchaînent. Et donc, c'est compliqué d'aller de Montpellier à Rennes pour être à nouveau à Montpellier demain. C'était bien ça l'exercice. Ça fait à 10 voilà. heures à Montpellier. Donc, alors, merci de nous présenter ton travail sur développement d'un outil d'aide à la décision pour optimiser le pâturage des végétations spontanées en s'appuyant sur une classification fonctionnelle des ressources pastorales. C'est comme ça, tout à fait. Donc bonjour à tous, donc Elisa Deschamps, donc j'ai commencé ma thèse novembre 2023 et donc je travaille avec Magali Jouven pour la partie Institut Agro Montpellier, Denis Bastiali du CIRAD et Lucille Soto qui fait partie de TETIS. Et donc ma thèse a pour finalité le développement d'un outil d'aide à la décision pour optimiser le pâturage des végétations spontanées en zone péri-méditerranéenne, en utilisant une classification fonctionnelle des ressources pastorales. Donc, je vais commencer par vous donner un petit peu de contexte. Donc, tout d'abord, j'ai choisi une définition de surface pastorale, puisqu'il y en a plusieurs. Donc, surface pastorale qu'on appelle aussi parcours. Donc, j'ai choisi de définir ça comme une surface de végétation spontanée, donc à composante ligneuse, qui est hétérogène dans le temps et dans l'espace, qui va se développer en milieu difficile et qui va être valorisée principalement, voire uniquement par le pâturage. Donc en France, on compte, d'après le dernier recensement agricole de 2018, 2,2 millions d'hectares de surface pastorale. Et ces surfaces, elles se caractérisent par une diversité de milieux. Donc comme vous pouvez le voir sur les quelques photos que j'ai mises ici, donc on va aussi bien retrouver des pelouses, des garrigues, des landes plus ou moins fermées, ou bien encore des bois pâturés. Et ça, c'est dû à la diversité, à la variabilité des conditions physiques et climatiques qu'on va retrouver sur ces milieux. Ce sont aussi des milieux qui sont caractérisés par une saisonnalité de la production des différentes ressources qui va être importante. Vous pouvez voir ici en vert donc la production de la strate herbacée par exemple. Donc on voit que le pic de production il est à peu près au printemps. C'est une strate qui va être disponible sur un laps de temps assez court. Tandis qu'en rouge, vous pouvez voir la production des strates arborées et arbustives. Donc là, le pic de production va être plus tard dans l'année, mais par contre, on va avoir cette ressource qui va être disponible pendant un laps de temps beaucoup plus long. Et ce sont également des surfaces qui présentent un intérêt écologique, puisque en Méditerranée particulièrement, elles sont reconnues comme des hotspots de biodiversité qui est aujourd'hui bien menacée par le recul des activités pastorales, l'embroussaillement de ces surfaces, et aussi évidemment par le changement climatique. Donc, il y a un véritable enjeu pour les éleveurs et les bergers à mieux valoriser les ressources pastorales, que ce soit dans le temps et dans l'espace. Donc, sur prairie, aujourd'hui, on peut assez facilement caractériser la ressource dont on dispose via des outils qui se basent généralement sur un indicateur, que ce soit la mesure de la biomasse, de la hauteur de l'herbe. Sur parcours, pour des questions d'hétérogénéité et de variabilité que je vous ai exposées juste avant, et puis aussi par le fait que tout n'est pas consommable pour les animaux sur ces surfaces, ça va être beaucoup plus compliqué et on ne peut pas se baser sur un seul indicateur, il faut se balader sur une multitude d'indicateurs. Il y a aussi le fait qu'acquérir des données sur ces surfaces, c'est assez compliqué, justement, en raison de cette variabilité, et qu'aujourd'hui, la caractérisation des ressources, elle se fait beaucoup via des typologies qui sont à dire d'experts et qui sont du coup un petit peu figées dans le temps et pas très spécifiques des conditions locales des surfaces. Mais aujourd'hui, donc, les développements récents du numérique comme la télédétection, l'utilisation de colliers GPS sur les animaux ou encore de la spectrométrie infrarouge, et ça offre des nouvelles possibilités et des nouvelles approches qui vont être complémentaires pour caractériser la ressource disponible à un instant T.
Donc cette thèse, elle a pour objectif de proposer justement une combinaison de différentes approches qui va permettre de décrire cette diversité dans le temps et dans l'espace. Et elle explore trois questions scientifiques. Donc la première qui est la potentielle utilisation de la spectrométrie infrarouge sur des échantillons frais pour pouvoir réaliser des classifications ensuite d'aliments pâturés. Également, on va examiner la cohérence en fait des représentations de cette ressource pastorale par les éleveurs et des représentations qu'on pourra obtenir via l'utilisation du numérique. Et enfin, donc on va voir comment combiner ces différentes approches pour tenter d'établir un outil d'aide à la décision qui soit opérationnel pour les bergers et les éleveurs. Donc pour ça, on va se baser sur une approche de terrain avec des observations de comportement alimentaire des troupeaux et des collectes d'échantillons donc de ce qu'on appelle des plantes prises, donc qui sont des plantes ou parties de plantes qui vont être consommées par les animaux. Ces échantillons vont ensuite être analysés par spectrométrie infrarouge, ce qui va nous permettre de les classer. Et ensuite, on va tenter d'interpréter ces classes en termes de fonctions dans l'alimentation des animaux. Et donc, on va également réaliser un certain nombre d'enquêtes qui vont nous permettre d'avoir une idée de la conduite au pâturage des éleveurs et également de la représentation de la ressource pastorale qu'ils peuvent avoir. Et l'idée, c'est un peu de confronter, de chercher des points d'accroche entre ce qu'on pourra obtenir via le scientifique et le numérique et avec le confronter avec les savoirs locaux des éleveurs. Et pour ça, donc, on a choisi deux terrains contrastés d'un point de vue caractéristique des surfaces pastorales, donc dans l'Hérault et en Ardèche, avec un suivi saisonnier de 2 troupeaux maximum par zone de petits ruminants, donc ovins caprins. Donc en termes d'apport du travail, donc pour l'axe agroécologie, donc c'est clair, on va avoir une méthode de caractérisation des ressources pastorales avec une approche fonctionnelle, voilà, pour le pâturage, via l'intégration de savoirs scientifiques, technologiques et locaux, pour permettre une amélioration de l'efficience et de l'autonomie alimentaire des élevages pastoraux, et aussi une amélioration des connaissances et des compétences des éleveurs. Et du point de vue du numérique, donc développer des méthodes de gestion des bases de données de spectrométrie infrarouge qui peuvent être assez lourdes à manipuler, des extractions de données de télédétection et de référence pour caractériser les parcours de manière opérationnelle, et ensuite une base de données pour fournir aux éleveurs une information qui soit située dans le temps et dans l'espace, ce qui est particulièrement important en ce contexte de changement climatique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors voilà la question. Suspense sur... On peut par là quand même. Alors nous, en fait, on t'a mis dans les socio-écosystèmes. Hein. Ah ouais. Ouais, parce qu'il y a quand même... C'est vrai qu'il y a l'aspect savoir locaux qui est très important. Voilà. Voilà, donc on t'avait mis là, mais c'est vrai que, voilà. On peut te mettre partout, peut-être. Bon, merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer à la dernière présentation par Yves Fotso. Alors là, c'est un postdoc. Hein. Là, on avait 3 doctorants juste avant. Donc le sujet, c'est la modélisation de la dynamique du nématode akiste de la pomme de terre pour optimiser l'utilisation des plantes pièges. Bonjour à tous. Je tiens à remercier le projet PER pour le financement de ce projet que nous avons soumis et qui a commencé au mois de décembre. Alors, notre projet porte sur la modélisation et les simulations numériques pour optimiser l'utilisation des plantes pièges dans la lutte contre les nématodes akistes de la pomme de terre. Et sous l'encadrement de Frédéric Hamler, qui est à l'Institut Agro et à l'IGEP, à l'INRAE, et de François Castella, qui est à Lima, et l'équipe d'analyse numérique Mingus de l'INREA. Alors, à la base, je suis biomathématicien et on va développer des trucs, des modèles. Notre objectif est de développer des modèles et pouvoir adapter. Alors, les nématodes akistes de la pomme de terre n'est rien d'autre que des vers. Ce sont des tout petits vers parasites qui affectent, qui parasitent les plantes et attaquent particulièrement les racines et se nourrissent des cellules. Et ce qu'elle crée, c'est qu'elle crée une certaine dépression au niveau de la croissance des plantes, ce qui engendre particulièrement
une diminution de rendement qui peut être à hauteur de 20 à 80% si aucune stratégie de contrôle n'est utilisée. Et cela est estimé à plus des milliards de dollars dans le monde entier, utilisés pour lutter en termes de pertes et des mesures pour lutter contre ces ravageurs. Alors, ces ravageurs présents dans tous les bassins, est présent dans la quasi-totalité des bassins de production des pommes de terre dans le monde et ici en Bretagne en particulier, créé pas mal de ravages. Et ce ravageur est dans la liste des parasites en quarantaine, d'où il faut à tout prix s'intéresser à ça. Alors, les différentes méthodes de lutte qui sont utilisées contre ces ravageurs, c'est au départ, auparavant, on utilisait beaucoup plus la lutte chimique qui apportait de bons rendements, mais vu que l'utilisation des pesticides crée, par exemple, ça crée de la pollution au niveau de l'environnement. Alors, en 2018, l'utilisation des principaux nématicides contre ces parasites ont été interdites. D'où l'intérêt d'aller vers des méthodes agricoles qui seront respectueuses, qui vont respecter l'environnement afin de créer moins de dégâts. Alors, par la suite, il y a eu l'utilisation des plantes résistantes, sauf que l'utilisation des plantes résistantes, elles sont efficaces, mais on a été constaté par plusieurs auteurs dans la littérature que ces résistances peuvent être brisées par des nématodes. Et il y a la lutte en utilisant les plantes nématicides. Les plantes nématicides sont des plantes qui produisent des substances, qui ont des substances qui sont nématicides. Donc, une fois que les nématodes attaquent ces plantes-là, elles meurent. Parce que ça joue le rôle nématicide. Et il y a les plantes de service qui sont tout juste plantées quelques temps avant la culture même. Et une fois qu'elles sont infestées, on la détruit mécaniquement. Et ce qui demande plus de surveillance au niveau agricole. Et il y a des techniques qui sont basées sur l'épandage des excides racinaires artificiels. Ce sont des substances chimiques qui sont travaillées en laboratoire et qui sont propulsées, qui sont jetées dans la plantation et papier dans la plantation pendant les périodes de l'intersaison, ce qui permet de faire éclore les kystes. Mais comme il n'y a pas de culture pendant l'intersaison, les nouvelles larves vont mourir. Alors, une lutte aussi utilisée, c'est la rotation des cultures. Mais on s'est constaté que les nématodes s'adaptent aussi très rapidement à ces différentes stratégies-là. Alors, pour tester les stratégies de gestion, la réalisation d'expériences serait trop longue. Okay, et ça serait très longue et très coûteuse. D'autant plus que les nématodes acquis sont des organismes de quarantaine. Alors, nous avons utilisé comme cadre formel la modélisation mathématique et les simulations numériques, qui pour nous, ou bien pour beaucoup d'autres chercheurs, était un outil assez important pour tester des nouvelles stratégies sur plusieurs années. Alors, l'objectif de notre projet, c'est de concevoir un modèle assez complexe, qui est un modèle mathématique assez complexe, qui sera multisaisonnier, décrivant la dynamique des nématodes des pommes de terre. Et ce modèle-là sera étudié, et par la suite, nous allons concevoir des méthodes de lutte intégrées en utilisant des plantes pièges pendant la saison ou bien pendant l'interculture, afin d'optimiser leurs utilisations et afin de maximiser leur efficacité. Ceci nous permettra toutefois d'essayer de trouver un certain cadre, de tester les différents scénarios et de même dans le cadre des luttes intégrées. Et pour ça, nous allons utiliser des modèles qui sont de type semi-discret et des modèles qui font ces formes d'équations dérivées partielles qui vont permettre de prendre en compte l'aspect spatial ou bien les différents traits qui existent au niveau des interactions. Alors, ces modèles seront calibrés en fonction des données qui sont disponibles auprès de nos collaborateurs de l'IGEP. Et par la suite, un truc qui va beaucoup aider dans le cas de l'agro, de ce projet PEPR agroécologique, c'est que nous souhaitons développer une application en ligne de type Shiny R, ou bien Streamlit sur Python, qui vont permettre aux différents, ça peut être des cultivateurs, à pouvoir tester, entrer des paramètres clés dedans pour pouvoir trouver la stratégie optimale
à faire au niveau des différentes constructions des techniques de contrôle. Alors, au niveau de ce projet, nous travaillons avec des collaborateurs biologiques, notamment Jocelyn Montari et Sylvain Founette, qui sont des LIGEP et qui sont des biologistes ayant pour principal pathogène d'étude les nématodes à kyste de la pomme de terre. Et nous souhaitons remercier notre sponsor qui est le programme de recherche agroécologique et numérique. Merci beaucoup. Si, c'était le dernier exposé. Alors donc, où est-ce que... Yes, enfin on t'a mis là, ouais, spontanément on t'a mis à cet endroit-là. Bon, bah, merci beaucoup. Au fond, cet exercice-là, il est important parce qu'on travaille sur des grands enjeux, mais en même temps, le PEPR, il va poser aussi des questions précises, quoi. Et donc c'est important, au fond, de faire ce lien entre des grands enjeux, des grandes ambitions, et puis au fond, on a aussi des questions précises, et voilà, valoriser le travail des doctorants et des post-doctorants, c'est une manière de l'illustrer. Donc on va passer maintenant à la séance de poster. Donc là, bah, écoutez, on compte sur vous pour aller questionner tous les gens qui vont être devant leurs affiches. Ils ont travaillé, c'est souvent un peu ingrat au congrès, on a présenté son poster et puis on est tout seul à côté de son affiche. Donc on compte sur vous pour aller questionner toutes les personnes qui ont fait l'effort de faire ces posters.